Bonsoir. Juste quelques merci d'abord. Des remerciements à vous d'abord, public. Vous n'avez jamais été aussi nombreux, c'est notre 22e édition, vous n'avez jamais été aussi nombreux qu'aujourd'hui, et de loin même, à répondre à notre attente et à aller écouter ou regarder toutes les manifestations qui sont mises à votre disposition. Quelques merci. Public, d'abord, merci de nous être toujours aussi fidèles et de plus en plus fidèles. Merci à notre équipe aussi, notre équipe de 8 personnes qui travaillent toute l'année avec acharnement, je peux vous le garantir, et avec passion, comme vous avez certainement pu le voir. Nous avons aussi beaucoup de jeunes, et moins jeunes, mais surtout des jeunes, que nous pouvons employer qui 4 jours, 8 jours, certains 2 mois, au fur et à mesure que la manifestation approche. Nous avons beaucoup de bénévoles aussi. Merci à toute cette équipe. Et puis merci aussi, bien sûr, à tous ceux qui nous donnent les moyens parce qu'il faut beaucoup de moyens actuellement, bien sûr, non pas pour rétribuer les intervenants qui, comme vous le savez, viennent gratuitement, mais il y a beaucoup d'hébergements, une grande quantité d'opérations qui sont toutes onéreuses. Et donc, merci, un grand merci à tous ceux qui nous donnent les moyens, que ce soit du public ou du privé, la ville, merci monsieur le maire, et c'est très sincère, parce que la ville répond toujours, quand on est quelques de monde, on s'adresse à Marc et c'est satisfait immédiatement. La région, l'État, toutes les collectivités territoriales répondent présents, et c'est très bien comme ça. Et puis aussi, on a aussi de plus en plus de mécènes, et il y en a certains qu'on aime tous nos mécènes de toute façon, hein, c'est clair. Mais il y en a certains pour lesquels on a une affection particulière parce qu'ils étaient là dès le premier jour. Et ce sont nos mécènes historiques que sont la MGN, la Maïf et la CASDEN, et qui répondent aussi présents, comme la plupart de nos partenaires, quand on a des problèmes particuliers ou quand on a l'un de nos collaborateurs a un projet particulier, mais on ne sait pas trop comment le financer, eh bien, on s'adresse souvent en priorité aux mutuelles qui répondent. Et il faut dire qu'on a des liens vraiment d'amitié avec les 3 mutuelles, et c'est très agréable, très confortable pour nous, très réconfortant aussi de travailler dans ces conditions-là, quand on sait que tant de festivals, tant d'organisations culturelles aujourd'hui peine parce que le mécénat justement faiblit dans beaucoup de cas. Et nous avons la chance, on n'est pas riches, hein, on fait avec nos moyens, mais vraiment on a la chance d'avoir des partenaires publics et privés qui répondent à notre attente. Sans plus tarder, vous savez que traditionnellement, lors de la soirée de la conférence inaugurale, on procède à la remise du prix de l'initiative laïque. Et sans plus tarder, je vais appeler donc les 3 représentants. Ils sont nombreux là, mais ils ont élu 3 représentants de la MGN, menés par Patrick Omhauer, la Maïf et la CASDEN. Bonsoir et merci. Donc ce prix de l'initiative laïque passée et présente que j'ai le plaisir de vous présenter en tant que vice-présidente de la Maïf, avec bien sûr nos amis partenaires à nos côtés, Éric Chenu, donc vice-président de la MGN, et Patrick Humer, qui est délégué général de la CASDEN. Faites, vous l'avez vu, c'est écrit ici, c'est 15 ans cette année. C'est un prix qui est ouvert autant aux particuliers qu'aux associations, et il récompense une initiative en faveur de la laïcité et de la tolérance. Il a par le passé aussi bien distingué des ouvrages, des rapports,
des actions éducatives. Et vous le savez comme moi, la laïcité est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. C'est une valeur qui nous est chère à nos 3 organisations. C'est une valeur, je sais, qui vous est chère aussi. Et derrière cette idée de laïcité, il y a bien sûr des principes, mais il y a d'autres valeurs qui nous viennent à l'esprit, et comme celle de l'indépendance. Et derrière cette idée d'indépendance, il y a celle de la liberté de conscience et de la liberté de penser. Et cette année, nous avons décidé de récompenser un projet qui s'adresse avant tout aux jeunes, jeunes de collège, jeunes de lycée, en leur permettant de se faire eux-mêmes une idée du rapport à la différence, du rapport aux autres et du climat d'ouverture et de débat. Et quand ça se fait dans le cadre de l'école, eh bien, cela nous paraît à nous, à nos 3 organisations, d'autant plus essentiel. Alors, il me revient le plaisir d'annoncer donc pour 2019 que le jury a distingué l'association Aime le Moutard pour son kit d'exposition sur le thème « La laïcité, parlons-en ». Monsieur Frédéric Touchet, donc, qui est le fondateur et le directeur de l'association, va nous en parler en quelques mots. Et sans trop dévoiler ses propos, je dirais que ce qui nous a plu, c'est que cette association, elle s'inscrit dans la dynamique de projets éducatifs, alliant l'intérêt collectif, l'utilité sociale, le développement humain et territorial. Aussi, sans attendre, il est là, il va vous parler. Et au nom des partenaires, je voudrais sincèrement le féliciter. Bravo. Donc, je voulais remercier donc, le jury et les partenaires, la CASDEN, la MGEN et la MAIF, de nous avoir donc récompensé à travers ce prix de l'initiative. Le support, donc Expo Quiz, la laïcité parlons-en, est un support qui permet aux acteurs de l'éducation donc d'organiser, d'animer de manière autonome des temps d'échange et de réflexion entre des adolescents, donc de collège, de lycée professionnel, de centres de loisirs. Et aussi, on a un engagement important au niveau de l'éducation spécialisée avec le ministère de la Justice. Donc, je voudrais vous remercier tout d'abord par rapport aux jeunes, parce que le fait d'avoir ce prix, c'est aussi, pour nous, c'est important, c'est la prise en compte de l'attente, des attentes des jeunes, de pouvoir débattre et réfléchir sur des sujets de société. Et on le voit aujourd'hui, il y a une vraie attente, ils ont des vrais... Et nous, par rapport à ces outils, c'est dire pour nous, les jeunes, c'est des citoyens, c'est des jeunes citoyens, et nous, adultes, qui sommes donc aux manettes par rapport à ces outils, c'est simplement leur permettre de débattre sur des sujets de société. Je voudrais dire aussi que votre soutien, il est important, c'est par rapport aux acteurs de terrain, que ce soit dans le champ de l'éducation spécialisée et dans les loisirs. Aujourd'hui, même dans le monde adulte, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont démunies, perdues par rapport au sujet de la laïcité. Et à travers votre reconnaissance supplémentaire, c'est vrai que permettre à ces acteurs de terrain qui ont envie de parler de ces sujets avec les jeunes, c'est un élément important. Je voudrais aussi dire que pour nous, l'équipe, on est une dizaine de personnes, c'est cette reconnaissance de la valorisation des valeurs de la République à travers l'organisation par rapport à des acteurs, donc à travers la valorisation des valeurs de la République, à travers l'organisation de temps d'échange et de réflexion pour les jeunes, c'est un facteur qui est vraiment important. Et puis, c'est
notre outil, donc je dirais en France, potentiellement en France métropolitaine et Outre-mer, on travaille un peu en Outre-mer, c'est aussi une manière de rappeler les grands principes de la laïcité auprès des jeunes, la liberté de croire ou de ne pas croire, la liberté d'avoir une religion, d'en changer, d'en changer ou de ne plus en avoir. Donc, je vous remercie beaucoup. Donc, au nom des jeunes, des acteurs de terrain et au niveau de notre équipe. Et puis, un dernier mot quand même par rapport aux partenaires de base qui nous ont fait confiance et qui sont aussi une caution par rapport à cet outil. C'est l'Observatoire de la laïcité, le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice, la préfecture de Seine-Saint-Denis, la protection judiciaire de la jeunesse des Bouches-du-Rhône et la mairie de Toulouse. Encore un grand merci. Bravo au lauréat, merci pour l'action qu'il a entreprise et merci à nos amis des Trois Mutuelles. Maintenant, place à la soirée inaugurale, à la conférence inaugurale proprement dit. Je vais maintenant appeler celui qui ne va pas vous révéler le thème de l'année prochaine, mais qui va introduire la conférence de notre ami Carlo Ginzburg. Jean-Noël. Eh bien, je vais de privilège en privilège, celui de vous parler ce matin et celui plus grand encore en vérité de vous dire, de vous exprimer la satisfaction et la fierté que nous avons, monsieur, de vous accueillir ici ce soir, que vous ayez accepté de faire la conférence inaugurale, qui est un moment toujours très fort pour notre festival. Cela nous a fait chaud au cœur, en même temps que notre esprit s'attend à des nourritures d'excellente facture, car vous êtes ce que vous êtes. Carlo Ginzburg, vous le savez, a la figure d'un écrivain autant qu'un historien hors de pair qui a une notoriété dominante en Italie et qui a également dans notre pays, de ce côté des Alpes, acquis de décennie en décennie une considération toute particulière. Vous avez eu, peut-être est-ce un privilège, le bonheur de naître avec des parents qui vous ont peut-être indiqué quelques voix. Votre mère qui traduisait Proust, c'est un bon début. Et votre père qui était... un début, puis... votre père était à la fois professeur de russe, si je suis bien informé, journaliste et activiste socialiste. Donc vous étiez fait pour faire un historien. Et vous voilà, vous avez très vite, dès les années 60... enseignant à l'école de Pise, enseignant aussi en Californie, vous avez très vite attiré l'attention des uns et des autres par votre manière de considérer l'histoire. Il y a un livre très important qui est Le fromage et les vers. Vous avez été très vite traduit en français. Vous teniez à être invité ce soir. Et nous en félicitons tous. C'est le monde d'un meunier frioulant du XVIe siècle qui a en quelque sorte fait figure de manifeste pour une certaine idée de l'histoire. Vous avez réagi, et je dois dire que du côté de Sciences Po, nous n'avons pas été chagrins. Vous avez réagi contre l'idée que l'histoire ne pouvait être considérée que sur la longue durée. Il y avait eu, du côté de la magnifique école des Annales, quelque chose parfois qui ressemblait à une caricature. Et vous avez été de ceux qui avaient restitué l'importance de ce que Pierre Nora a appelé l'événement monstre. Et vous avez fondé, vous en êtes le maître, ce qu'on appelle la micro-histoire, après vous et grâce à vous, la micro-histoire. Et cela, je crois, a ramené notre curiosité, notre travail d'historien, a ramené l'historiographie chez vous et chez nous, du côté d'une curiosité qui consistait à dire les événements, ça n'est pas la surface des choses. L'événement révèle en profondeur la différence des rythmes, des tempos, des allures, qui à un moment donné définissent une conjoncture particulière. C'est ce que vous nous avez appris, vous nous avez en tout cas
beaucoup inspiré et conforté dans l'idée qui était la nôtre que le hasard, c'est très important, la contingence, mais que considérer ce qui est arrivé, ce n'est pas s'occuper du futile. Et cela, nous en avons été reconnaissants. Vous vous êtes beaucoup occupé, je le dis ici hautement, de la sorcellerie, des sorcières. C'était un de vos sujets de vif intérêt. Vous êtes mêlé des choses de la politique et des procès en Italie. Votre livre qui s'appelle « Le juge et l'historien » a beaucoup attiré l'attention. Cette grande question des relations entre la justice et l'histoire, c'était la justice et la politique, l'immédiateté, la longue durée, le tempo de la justice et la vitalité des événements immédiats. Sur tout cela, vous nous avez beaucoup éclairé. Et c'est assez dire, je crois. Je ne vais pas continuer à faire votre éloge, car je serai interminable et c'est une tentation à quoi je résiste parfois. Et donc, je me hâte, monsieur, de vous donner la parole en vous redisant la fierté qui est la nôtre de vous écouter ce soir. Un grand merci, Monsieur le Président, et c'est un grand honneur d'être ici, et vraiment, je vous remercie. Les sujets de ma conférence, ce n'est pas exactement italien, mais se rattache à l'Italie parce que le rôle que l'Italie a joué dans la vie de Montaigne est évident. L'onde évoquée ici, le titre c'est, comme vous savez, l'onde et le diagramme, peindre la vie et la mort. L'onde évoquée ici fait allusion à Montaigne, à un Montaigne en mouvement, comme l'évoque le titre du livre de Jean Starobinski, le grand critique disparu il y a peu. Starobinski lui-même faisait écho à Montaigne. Certes, c'est un sujet merveilleusement vain, divers et ondoyant qu'est l'homme. Il est malaisé d'y fonder jugement constant et uniforme. Ce passage a été cité un nombre incalculable de fois, tout comme l'avis au lecteur sur lequel s'ouvrent les essais. Je veux qu'on y voit à ma façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, car c'est moi que j'ai peint. Mais est-il possible de faire les portraits d'un sujet ondoyant, comme l'est l'homme, et dans ce cas précis, Michel de Montaigne, dans une forme simple, naturelle et ordinaire? La réponse de Montaigne était pour le moins inattendue. Ce ne sont pas les seules conventions qui lui interdisaient de faire son portrait comme il l'eût voulu, tout entier et tout nu, comme le sont les habitants de ces terres récemment découvertes, proches de cette douce liberté des premières lois de nature. Il y avait une autre difficulté, plus grave, dont Montaigne s'était averti peu à peu, jusqu'au point de la rendre explicite dans le 3e livre des Essais. Oh, pardon. Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Je ne peins pas l'être, je peins les passages. Une telle entreprise est littéralement impensable, du moins dans le contexte du XVIe siècle. Le lecteur d'aujourd'hui ne peut s'empêcher de penser au cinéma. Et de fait, les images évoquées par Montaigne pour rendre compte du sens de ses essais ne suggèrent pas tant les mouvements que l'artifice. Ce sont, en premier lieu, les grotesques. Excusez-moi. Que ce sont ici aussi, à la vérité, que grotesques et corps monstrueux, rapiécés de divers membres, sans certaines figures, n'ayant ordre, suite ni proportion que fortuite? Nous sommes au plus loin de la façon simple, naturelle et ordinaire, sans contention et artifice, évoquée dans la vie au lecteur. L'image des essais comme des grotesques et corps monstrueux ouvre la voie
dans le troisième livre publié en 1588, à l'image de soi comme monstre et miracle. Mais peindre ou pourtraire sont des métaphores. La réflexion sur l'écriture et sur le langage verbal porte Montaigne, dans le troisième livre des Essais, à une conclusion différente et plus radicale. Excusez-moi, je me trompe toujours. Excusez-moi. J'écris mon livre à peu d'hommes et à peu d'années. Si c'eût été une matière de durée, il eût fallu commettre un langage plus ferme. Selon la variation continuelle qui a suivi la nôtre jusqu'à cette heure, qui peut espérer que sa forme présente soit un usage d'ici à 50 ans? Le langage est ondoyant comme l'homme lui-même est ondoyant. Ce passage de l'essai de la vanité est cité à note dans l'introduction de la réimpression anastatique d'un écrit de Jacques Pelletier-Dumont, Dialogue de l'orthographe et prononciation française, 1555. Jacques Pelletier, cité 2 fois dans les essais, excusez-moi, peut-être que je me suis trompé. Non. Oui. Jacques Pelletier, cité 2 fois dans les essais, est une figure bien connue des spécialistes de Montaigne. Pendant le séjour qu'il fit à Bordeaux, dans les années où le projet des essais prend forme, Pelletier a dû parler avec Montaigne de nombreux arguments sur lesquels il s'était penché, poussé par son insatiable curiosité, de la médecine à la poésie, au droit, à la géométrie, à la réforme de l'orthographe. Un écho des conversations avec Jacques Pelletier a été conservé dans un passage des essais. Et les Pyrrhoniens ne se servent de leurs arguments et de leurs raisons que pour ruiner l'apparence de l'expérience, car ils vérifient que nous ne nous mouvons pas, que nous ne parlons pas, avec une pareille force d'argumentation que nous vérifions les choses les plus vraisemblables. Dans un discours qu'il avait tenu à l'université de Poitiers en 1579, Pelletier s'adressait aux mathématiciens en évoquant ses polémiques avec les Pyrrhoniens. Il disait « J'ai écrit contre l'opinion des Pyrrhoniens qui prétendaient que nous ne savons rien, que nous ne percevons rien, qu'enfin il n'y a rien dans la nature qui réponde aux mots de vérité. » Et d'ajouter « Cette réponse absurde qui avait été déjà réfutée à l'époque de Cicéron a été reprise cependant par quelqu'un de nos jours. » Qui pouvaient donc être ces sceptiques ou ces néo-sceptiques auxquels s'en prenait Pelletier? Selon Pierre Villet, il pourrait bien s'agir d'une allusion à Arnaud Léferron, traducteur et éditeur d'un ensemble de textes parus à Lyon en 1557, qui s'ouvre sur un écrit que l'on attribuait alors à Aristote, contre Xénophane, Zénon et Gorgias, mais dont nous savons aujourd'hui qu'il s'agit d'un texte de l'école péripaticienne rédigé au 1er siècle après Jésus-Christ. La même année, Léferron publiait la première traduction latine du dialogue de Plutarque sur l'amour, Eroticus, accompagné des notes d'Étienne de la Boétie, le grand ami de Montaigne. Ces 2 volumes faisaient sans aucun doute partie de la bibliothèque de Montaigne, membre, tout comme Léferron, du Parlement de Bordeaux. Dans le volume qui inclut la traduction du texte pseudo-aristotélicien, Léferron inséra d'autres écrits, comprenant aussi 2 des siens. Leurs tonalités sceptiques ont été soulignées de manière opportune par Henri Busson, qui cependant, et c'est étrange, n'a pas jugé bon de s'arrêter sur la lecture plus que vraisemblable
de ces volumes par Montaigne. Et pourtant, cette lecture a laissé une trace aussi cachée qu'indélébile au cœur de l'œuvre de Montaigne. L'apologie de Raymond Sebon, les plus longs et les plus intrigants des essais de Montaigne, est un texte paradoxal, la chose est entendue. La soi-disant apologie du théologien du XVe siècle, dont Montaigne avait traduit l'œuvre pour obéir à son père, ouvre en fait la voie à une argumentation sceptique, amenée de manière progressive. Dans un premier temps, c'est l'homme qui est pris en examen comme être privé de la grâce divine, ainsi que sa prétention d'être au centre du monde. Excusez-moi. Considérons donc pour cette heure l'homme seul, sans secours étranger, armé seulement de ses armes et dépourvu de la grâce et connaissance divine, qui est tout son honneur, sa force et les fondements de son être. Qu'il me fasse entendre par l'effort de son discours sur quel fondement il a bâti ces grands avantages qu'il pense avoir sur les autres créatures. Qui lui a persuadé que ce branle admirable de la voûte céleste, la lumière éternelle de ces flambeaux roulants si fièrement sur sa tête, les mouvements épouvantables de cette mer infinie, soient établis et se continuent tant des siècles pour sa commodité et pour son service? Est-il possible de rien imaginer si ridicule que cette misérable et chétive créature, qui n'est pas seulement maîtresse de soi, exposée aux offenses de toutes choses, s'est dit maîtresse et impératrice de l'univers, duquel il n'est pas en sa puissance de connaître la moindre partie, tant s'en faut de la commander? Jusque-là, rien d'ouvertement provoquant. Mais les mots, ces grands avantages qu'il pense avoir sur les autres créatures, introduisent la partie centrale de l'essai qui tourne autour d'une comparaison entre l'homme et les animaux pour s'achever à l'avantage des derniers. La plus calamiteuse et frêle de toutes les créatures, c'est l'homme, et quand la plus orgueilleuse. C'est par la vanité de cette même imagination qu'il s'égale à Dieu, qu'il s'attribue les conditions divines, qu'il s'étrie soi-même et sépare de la presse des autres créatures, taille les parts aux animaux, ses confrères et compagnons, et leur distribue cette portion des facultés et des forces que bon lui semble. Comment connaît-il, par l'effort de son intelligence, les branles internes et secrets des animaux? Par quelle comparaison d'eux à nous conclut-il la bêtise qu'il leur attribue? Quand je me joue à ma chatte, qui sait si elle passe son temps de moi plus que je n'ai fait d'elle? Quand je me joue à ma chatte. Dans ce brusque dénivelé du ton élevé de la philosophie au ton humble de l'expérience quotidienne, on peut reconnaître le ton sans pareil de la voix de Montaigne. Mais ces gestes de familiarité affectueuse ne doivent pas tromper, comme ne doit pas tromper la crédulité apparente avec laquelle, page après page, Montaigne accumule les exemples innombrables de l'intelligence des animaux, tirés de l'Antiquité ou de la vie quotidienne. Cette succession d'anecdotes a un objectif qui affleure au fur et à mesure. Il nous faut noter qu'à chaque chose, il n'est rien plus cher et plus estimable que son être. Les lions, l'aigle, les dauphins ne prisent rien au-dessus de leur espèce. D'où naissent ces anciennes conclusions? De toutes les formes, la plus belle est celle de l'homme. Dieu, donc, est de cette forme. Nul ne peut être heureux sans vertu, ni la vertu être sans raison, et nulle raison loger ailleurs qu'en l'humaine figure. Dieu est donc revêtu de l'humaine figure. Arrêtons-nous un instant. Dieu est donc revêtu de l'humaine figure. Montaigne est en train d'évoquer les anciennes conclusions, à savoir celles des Grecs et des Romains.
Suit alors une citation du De Natura Deorum de Cicéron que Guy Lefebvre de la Bauderie, Paris 1581, rend par ces mots dans sa traduction. Par ce qu'il est ainsi informé et imprimé à nos entendements que quand l'homme pense de Dieu, se présente la figure humaine. Arrivé à ces points, Montaigne accomplit un geste décisif en renvoyant un célèbre fragment du philosophe grec Xénophane, 6e siècle avant notre ère. Pourtant, disait plaisamment Xénophane, que si les animaux se forgent de Dieu, comme il est vraisemblable qu'ils fassent, ils les forgent certainement de même eux et se glorifient comme nous. Car pourquoi ne dira un oiseau ainsi « Toutes les pièces de l'univers me regardent, la terre me sert à marcher, le soleil à m'éclairer, les étoiles à m'inspirer leurs influences, j'ai telle commodité des vents, telle des eaux. Il n'est rien que cette voûte regarde si favorablement que moi. Je suis les mignons des natures. Et ce n'est pas l'homme qui me traite, qui me loge, qui me sert. C'est pour moi qu'il fait essaimer et moudre. S'il me mange, aussi fait-il bien l'homme son compagnon. Et si fais-je moi les vers qui les tue et qui les mange. Autant en dirait une grue, et plus magnifiquement encore pour la liberté de son vol et la possession de cette belle et haute région. L'adverbe « plaisamment » qui précède le renvoi à Xénophane ne doit pas tromper non plus. La rareté des références à Jésus dans les essais a été remarquée, mais si je ne me trompe pas, le lien de cette absence avec cette page et avec l'ensemble de l'apologie a pu échapper. Montaigne fait mine de plaisanter, mais il est terriblement sérieux. C'est lui qui parle ici et les descendants du côté de sa mère, des Lupe, Lopez de Villanueva, hébreu espagnol converti. Moquer la superbe de l'homme qui se croit au centre du monde permet de faire comprendre au lecteur l'absurdité de l'idée que Dieu ait pu s'incarner en prenant forme humaine. La stratégie de Montaigne est une stratégie marrane. Plutôt spinoziste et panthéiste, comme on dit, c'est en ces termes que Sainte-Beuve, dans son Port-Royal, définissait la conclusion de l'apologie de Raymond Sebon. Dans les pages de Sainte-Beuve consacrées à Montaigne, le nom de Spinoza revient de nombreuses fois. Mais si on s'est saisi de cette provocation pour relire la page de Montaigne, à la place du Deus sive natura de Spinoza, nous nous trouvons plutôt face à une opposition entre la nature et Dieu. Dans la nature, dit Montaigne, tout est temps, tout est devenir. En Dieu, le temps n'existe pas. Il faut conclure que Dieu seul est, non point selon aucune mesure du temps, mais selon une éternité immuable et immobile, non mesurée par temps, ni subjecte à aucune déclinaison, devant laquelle rien n'est, ni ne sera après, ni plus nouveau ou plus récent, un seul réellement étant qui, par un seul maintenant, emplit les toujours. Et il n'y a rien qui véritablement soit que lui seul, sans qu'on puisse dire « il a été » ou « il sera », sans commencement et sans fin. Arrivé à ces points, Montaigne renvoyait, sans les nommer, à son Plutarque chéri, à cette conclusion si religieuse de nom païen. Mais Plutarque avait écrit tout autre chose. Dans une page fameuse de son traité sur Isis et Osiris, on peut lire que la page d'Isis exposée à Saïs portait l'inscription suivante « Je suis tout ce qui a été, qui est et qui sera. Nul mortel n'a pu lever jusqu'ici le voile qui me couvre. » Comment expliquer le renversement du passage
de Plutarque opéré par Montaigne, la réponse, si je ne me trompe, est la suivante. Montaigne avait relu la page de Plutarque à travers un passage d'Arnaud Le Ferron, qui, dans le recueil déjà cité, centré sur l'écrit pseudo-aristotélicien contre Xénophane, Zénon et Gorgias, définissait la nature en ces termes. Illa sempiterna immortalis nunc ingenita natura, cui nullum tempus affert commutationem. L'éternel, immortel, jamais engendré nature, à laquelle le temps n'apporte jamais de mutation. Natura sive Deus. J'ai parlé des stratégies maranes. Que les choses soient claires, l'identité de Montaigne, marane ou à moitié juif, ou bien ni l'un ni l'autre, ne m'intéresse pas. La notion d'identité est, aujourd'hui plus que jamais, un instrument politique. Sa valeur analytique est nulle. Ce qui m'intéresse ici est quelque chose de tout autre. C'est l'essence de l'apologie de Raymond Sebond. Est-il légitime de supposer que cet écrit puisse renfermer une signification secrète? Avec cette question, on s'engage sur un terrain notoirement miné. Comment prouver la réalité de ce qui est par définition caché, s'est demandé Shmuel Trigano dans son introduction de l'histoire juive de Montaigne de Sophie Jamin 2001. Et il poursuit en ces termes. C'est à cette épreuve que se mesure la thèse de Sophie Jamin. Projet par essence invérifiable, quoique l'argument soit convaincant, si l'acte même de dire et d'écrire est sous-entendu par l'intention de dissimuler. Ni Sophie Jamin ni Shmuel Trigano ne se sont penchés sur l'apologie de Raymond Sebond. La thèse de Sophie Jamin part de la découverte de l'identité entre la date de l'avis au lecteur de la première édition des Essais, 1er mars 1580, et la festivité des Purim dans le calendrier hébraïque. Cette date est corrigée dans la seconde édition, 12 juin 1588, pour refaire surface dans l'exemplaire de Bordeaux qui contient les corrections introduites par Montaigne en vue de la nouvelle édition des Essais destinée à paraître de manière posthume. Ici, Montaigne, à la fin de l'avis au lecteur, efface la date de la seconde édition, écrit de sa main ce 1er de mars 1580. L'identité avec les festivités des Purim pourrait être le fruit d'une coïncidence. Il est plus difficile d'expliquer la réinscription de la date de la première édition. L'hypothèse de Montaigne marane, qui a été formulée à partir de ces éléments contextuels, doit être vérifiée sur la base d'une analyse des textes. À la différence de Shmuel Trigano, je soutiens qu'un texte écrit peut-être de manière cryptique peut être déchiffré si on veut bien se souvenir des indications qui se trouvent dans l'essai fondamental de Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing, 1941, La persécution et l'art d'écrire. J'ai tenté de prendre en compte ces indications dans mon analyse de l'apologie de Raymond Sebond. Ce n'est qu'une fois ce travail achevé que j'ai découvert que Sainte-Beuve avait écrit à propos de Montaigne: il peut bien avoir paru très bon catholique, sauf en avoir été chrétien. D'un point de vue complètement différent, dans un essai voué à réfuter avec des arguments aussi peu convaincants que convaincus la thèse de la marginalité de Jésus dans les essais, Alain Legros fait observer, chez Montaigne, il faut reconnaître que le propos est rarement univoque. Toute lecture peut, pour ainsi dire, en cacher une autre. En suivant les traces de Jacques Pelletier, nous sommes arrivés à Arnaud Le Ferron. Mais Pelletier peut réserver d'autres surprises.
On a l'habitude d'attribuer à Montaigne l'invention du genre de l'essai, une affirmation trop nette qui invite à approfondir l'enquête. Selon la tradition, Pelletier aurait été un des auteurs des discours non plus mélancoliques que divers, des choses mêmement qui appartiennent à notre France, publiés de manière anonyme à Poitiers en 1556. En effet, l'imprimeur Enguilbert de Marneffe parle d'un livre écrit à pièces et lopin, par long espace d'années, de diverses mains et de maintes parts. Une affirmation qui contredit l'attribution habituelle à un auteur unique, l'antiquaire Élie Vinet. Plusieurs chapitres permettent de reconnaître des thèmes chers à Jacques Pelletier, de la transformation des langues à leur transcription, des accents et de la manière qu'on prononce aujourd'hui les grecs et les latins, de la corruption de notre langage français, de la quantité des syllabes et de ceux qui corrigent le vers des Terence, des langages desquels est composé notre français et des étymologies d'aucun mot français. De telles pages, si jamais il les lut, auront suggéré à Montaigne l'image sarcastique du pédant évoquée dans l'essai de la solitude. C'est ici tout pituiteux, chassieux et crasseux que tu vois sortir après minuit d'une étude. Penses-tu qu'il cherche parmi les livres comme il se rendra plus homme des biens, plus content et plus sage? Nulle nouvelle. Il y mourra ou il apprendra à la postérité la mesure des vers des Plaute et la vraie orthographe d'un mot latin. Mais, dans les discours non plus mélancoliques que divers, Montaigne aurait pu trouver quelque chose de différent. Avant le chapitre 16, une brave réponse qui fit l'ambassade de Gaulle à Alexandre le Grand, un titre qui ne détonnerait pas dans les essais, nous trouvons un chapitre, les profits qu'avons des lettres et des livres et de la gloire de nos rimeurs, qui mérite une citation. Les changements d'empire et langage, l'eau, les feux, les guerres, les rats, les teignes, les ignorants des lettres ont fait périr la plus grande part des livres des anciens et des meilleurs. Ô pauvre homme, êtes-vous si peu homme que cela? N'avez-vous jamais ouï prêcher à vos philosophes que dessous la lune, il n'y a rien qui ne soit sujet à la mort, forts les esprits que Dieu a donnés aux hommes, et vous voulez vous immortaliser par vos écrits? Cette page pourrait avoir sollicité la curiosité de Montaigne, mais il n'y a plus. Le thème des poètes qui se croient immortels revient dans les mêmes chapitres plus loin. Excusez-moi, peut-être que je me suis trompé. Excusez-moi. Ah, bon. Oui, alors je vous prie de regarder la fin de la page. C'est loup jusqu'au dernier ciel et finalement ne se croit immortel. La mort, ni mort, dit l'un. L'autre, rrr. Suit en italique l'indication « ce chapitre est imparfait », suivi de deux mots grecs, « outos melanchola » est-il mélancolique. L'accent mis sur la mélancolie, repris dans le titre du livre « Discours non plus mélancoliques que divers », fait penser à la page dans laquelle Montaigne justifia rétrospectivement son projet. C'est une humeur mélancolique, est une humeur par conséquent très ennemie de ma complexion naturelle, produite par les chagrins de la solitude, à laquelle il y a quelques années que je m'étais jeté, qui m'a mis premièrement en tête cette rêverie de me mêler d'écrire. Mais ce qui frappe plus encore à la fin du chapitre, les profits que nous avons des lettres et des livres, c'est l'ostentation provocatrice, insolente presque, de l'incomplétude, qui semble presque une allojaille. Dans ce chapitre, Montaigne aura pu
trouver un précédent et une justification de sa propre poétique du non-fini. Mais à un certain point inévitable, le point final arrive. La mort, en majuscule. Dans l'essai que philosopher, c'est apprendre à mourir, Montaigne soutient qu'il faut penser à la mort sans arrêt, même si personne ne le fait. Ils vont, ils viennent, ils trottent, ils dansent, des morts nulle nouvelle. Et pourtant, est-il possible non seulement de penser à la mort, mais encore de parler d'elle? On a l'impression que cette question fait peu à peu son chemin dans l'esprit de Montaigne à travers une réflexion ininterrompue sur le langage. Cette réflexion commence avec les paradoxes du Crétois. Prenons la clause que la logique même nous présentera pour la plus claire. Si vous dites « il fait beau temps » et que vous disiez vérité, il fait donc beau temps. Voilà pas une forme de parler certaine? Encore nous trompera-elle, qu'il soit ainsi, suivons l'exemple. Si vous dites « je mens » et que vous disiez vrai, vous mentez donc. L'art, la raison, la force de la conclusion de celle-ci sont pareilles à l'autre. Toutefois, nous voilà embourbés. En apparence, nous sommes face au triomphe du scepticisme, mais il s'agit d'une victoire éphémère, parce que le scepticisme lui-même bute contre les limites du langage. Je vois les philosophes pyrrhoniens qui ne peuvent exprimer leur générale conception en aucune manière de parler, car il leur faudrait un nouveau langage. Le nôtre est tout formé des propositions affirmatives qui leur sont de tout ennemis. De façon que, quand ils disent « je doute », on les tient en continent à la gorge pour leur faire avouer qu'au moins, assurent et savent, ils c'est là qu'ils doutent. Et pourtant, la constatation que notre langage, le langage humain, est tout formé des propositions affirmatives est contredite par Montaigne quelques lignes plus loin à travers la formulation de sa propre entreprise. Que sais-je? Comme je la porte à la devise d'une balance. Le motto de Montaigne est formulé selon une tournure interrogative et non pas sous la forme d'affirmations telles que « j'ignore » ou « je doute ». L'extraordinaire fortune de la réfutation a relégué dans l'ombre la norme que Montaigne avait à peine énoncée. On a déjà évoqué l'intérêt passager de Montaigne pour l'essai de Pelletier pour combler l'écart qui sépare la prononciation française de sa transcription. Pierre de la Ramée, lui aussi, avait fini par prendre part à la discussion. On ne saurait exclure que Montaigne, poussé par son insatiable curiosité, est aussi considéré avec intérêt les traits les plus caractéristiques de l'œuvre de Pierre de la Ramée et de son école, les diagrammes, l'organisation dichotomique des concepts. Nous voici, comme on peut le constater, dans le monde de la généralisation, mieux de l'abstraction, celui dans lequel Pelletier avait tenté d'attirer Montaigne, peut-être malgré lui. Pourtant, une affirmation comme celle qui soutient que notre langage est tout formé des propositions affirmatives montre bien que Montaigne était prêt à risquer une généralisation, fût-ce pour la contredire tout de suite après. Mais ne pourrait-on pas supposer que cette généralisation trouve son inspiration dans les diagrammes comme ceux de Pierre de la Ramée et de ses disciples, par lesquels une argumentation verbale se voyait présentée sous une forme synchronique et affirmative, une image qui, par définition, n'est pas capable de formuler la négation? En 1577, 5 ans après l'assassinat de Pierre de la Ramée pendant la nuit de la Saint-Barthélemy, les plus fidèles de ses disciples, Johann Thomas Frege, republie à Bâle une œuvre de son maître, Ciceronianus et Brutine Questiones. En ouverture de ces questions, il faisait figurer ceux qui, selon les mots de Walter Ong, est probablement la première biographie schématisée géométriquement dans l'histoire de la littérature.
la série des dichotomies ramistes s'ouvre sur la dichotomie asymétrique qui les inclut toutes. D'un côté, la vie, de l'autre, la mort de Cicéron. Skeletos Ciceroniani, écrivit en marge Frege, le squelette, le diagramme de l'œuvre de son maître. Montaigne se souvient de cette page quand il revient dans l'essai de l'exercitation sur un événement traumatique de son existence, la chute des cheval qui avait failli les tuer. Montaigne évoque cet accident avec force, détail, et il ajoute « Je peins principalement mes cogitations, sujet informe qui ne peut tomber en production ouvragère. Je m'installe entier, c'est un squelettos, où, d'une vue, les veines, les muscles, les tendons paraissent chaque pièce en son siège. L'effet de l'atout en produisait une partie, l'effet de la pâleur au battement de cœur un autre, et douteusement. Ce ne sont mes gestes que j'écris, c'est moi, c'est mon essence. Cette dernière phrase se trouve ouvertement contredite par cet autre, énoncé au 3e livre des essais et qui a valeur de programme. Je ne peins pas l'être, je peins les passages. Mais il est vrai qu'il s'agit ici de l'onde de la vie, au milieu entre les naître et les mourir. L'essence dont il est question est la mort, ou presque. La mort, le skelettos, tout à la fois squelette et diagramme. Merci. Merci, merci, un grand merci, merci.